Ok, ben il est 6h05, 18h05. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont connectés pour cette soirée où nous allons parler des glucocorticoïdes au quotidien et avec modérateurs, moi comme modérateur, avec deux orateurs qui sont le professeur Élie Kogan, que tout le monde connaît bien. Bonjour Élie, qui va voir ce qu'il y a de neuf dans les glucocorticoïdes en médecine interne aujourd'hui, suivi par le docteur Luc Van Opberg, anesthésiste à l'hôpital Bruckmann, qui lui parlera de la corticothérapie. Erasme. Erasme. Oui, qui lui parlera de la corticothérapie en période périopératoire. Je laisse la parole à Élie Kogan. Merci Jean. Donc comme vous le verrez, tout ne sera pas nécessairement du neuf, mais ce qu'on a oublié et qu'on rappelle, ça redevient quelque part du neuf. Alors, donc voilà, bon, pas d'autres conflits d'intérêts. Je vous propose dans un premier temps de revoir les doses des glucocorticoïdes. Et donc, ceci remonte déjà il y a pas mal d'années. C'est bon de se rappeler que c'est il y a longtemps. En effet, au niveau des récepteurs aux glucocorticoïdes, on distingue des effets génomiques qui sont les plus fréquemment reconnus et les effets non génomiques. Les effets génomiques s'obtiennent via des récepteurs qui sont dans le cytosol avec un effet qui est non immédiat, alors que les effets non génomiques sont des récepteurs membranaires dont les effets se produisent en quelques minutes. On voit ici pour les effets génomiques, mais on va retrouver les équivalences de doses que vous connaissez. Par rapport à la molécule base, eh bien, on a la prénisolone qui est 4 fois plus puissante, la méthylprénisolone 5 fois et la dexaméthasone 25 fois. Et en ce qui concerne les effets non génomiques, eh bien, on remarque que, en particulier pour la méthylprénisolone, on recrute une puissance d'effet beaucoup plus importante, ce qui explique notamment qu'il est plus légitime d'utiliser ce type-là de molécules lorsqu'on veut des effets immédiats, notamment les pulses de glucocorticoïdes sont plutôt des pulses de méthylprénisolone. Et vous voyez d'ailleurs qu'en effet non génomique, on arrive quasi à la puissance de la dexaméthasone. Alors, cette terminologie-là, qui est ancienne et qui n'a pas encore été réactualisée depuis pas mal d'années, on considère comme dose faible des doses de prénisolone en dessous égale à 7,5 mg. Et vous voyez sur la troisième colonne l'équivalent en dose de méthylprénisolone, puisque dans notre Belgique, c'est plutôt le médrol qui est utilisé par rapport au cortencil en France. Dose moyenne entre 7 et 30, dose forte jusqu'à 100. Et puis alors, on entre dans des doses très fortes au-delà de 100 mg d'équivalent prénisone, voire des pulses à plus de 250 mg. Vous voyez que pour les effets qui sont les effets au départ génomiques, vous voyez que ça monte assez rapidement en fonction de la dose qui est mise en abscisse, et puis ça va finalement plafonner assez rapidement, et dès qu'on est à plus de 100 mg, finalement on ne recueille pas d'effets complémentaires. Par contre, vous voyez que les effets non génomiques vont commencer à augmenter dès qu'on se trouve dans des doses fortes et finalement plafonner au-delà des doses de 250 voire 300 mg. Et donc, lorsqu'on a besoin d'un effet aigu, il est important d'utiliser des effets non génomiques et donc avoir recours, par exemple, à de la méthylprénisolone. On voit un peu les équivalences de doses remises ici avec comme molécule de base l'hydrocortisone. Et donc, si on prend 20 mg d'hydrocortisone, qui est une bonne dose à retenir parce que dans la sécrétion normale au niveau des surrénales, c'est plutôt 20 mg qu'il faut utiliser en situation de base. Vous voyez que c'est équivalent à 5 mg de prénisone, cortencil en France, 4 mg du côté de la méthylprénisolone, médrol chez nous. La triamcinolone est relativement peu utilisée. La dexaméthasone a une puissance beaucoup plus importante. On peut retenir le chiffre de 6 fois par rapport à la méthylprénisolone. Vous voyez pour rappel que l'activité minéralocorticoïde est moindre pour la méthylprénisolone que pour la prénisone.
et pour des dérivés fluorés comme la dexaméthasone, par exemple, elle est nulle. Donc ça, c'est un des avantages de ce type de molécule. J'ai repris ici dans la colonne, avant-dernière colonne, l'équivalence de dose qu'on a vu tout à l'heure en activité non génomique. Et un point important, c'est la demi-vie, courte pour l'hydrocortisone, où il faudra pour couvrir toute une journée, de préférence 3 doses, plus longue pour la prénisone et la méthylprénisolone. Si on voyait la durée d'action biologique de 16 à 36 heures, moi je retiens plus 16 que 36. Et donc sur une dose donnée le matin de prénisone ou de prénisolone ou de méthylprénisolone, le lendemain matin avant la dose suivante, il ne reste pratiquement plus rien. Certains patients d'ailleurs qui métabolisent de façon assez importante la molécule, eh bien on passe le matin avant la prise suivante par une petite phase d'hypocorticisme. Voilà un autre tableau qui me paraissait intéressant de montrer. On reprend les mêmes choses en ce qui concerne les premières colonnes, mais je voudrais me focaliser sur la dernière colonne, à savoir le pouvoir freinateur. Et donc, l'administration de corticoïdes exogènes freine l'axe hypothalamo-hypophysaire. Cette freination est particulièrement importante pour la dexaméthasone, ce qui explique d'ailleurs qu'on utilise cette drogue-là lorsqu'on veut tester l'axe pour inhiber de façon forte l'axe hypothalamo-hypophysaire. Vous voyez aussi que pour des traitements prolongés avec la dexaméthasone, ce ne serait quand même pas tellement indiqué, vu cette freination plus importante. Elle est un petit peu plus importante pour la méthylprénisolone que pour la prénisolone. Alors tout ça, c'est très bien, mais c'est extrêmement variable d'un sujet à l'autre. Et donc, ces équivalences de doses, il nous manque quand même quelque chose, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau d'un récepteur individuel au glucocorticoïde. Cette étude-ci a étudié le phénomène chez des adultes jeunes en bonne santé, et il y en avait 40, partagés entre hommes et femmes. Et ils ont regardé ce qui se passait avec le cortisone plasmatique ou salivaire, avec une administration de dose croissante de dexaméthasone, 0,25 mg, 0,1 mg, 1 mg, qui est la dose classique d'inhibition de l'axe. Et puis, ils ont également regardé sur des modèles in vitro. Alors, ce que l'on voit, c'est que plus la dose augmente, bien sûr, plus ça freine. Mais ce que vous remarquez surtout, c'est la grande hétérogénéité de cette sensibilité au récepteur, puisque ça varie de complètement inhibé à quasi pas du tout en termes de cortisol plasmatique. Il y a donc une variabilité individuelle pour laquelle on n'a pas d'éléments de prédiction, et donc j'aime à dire qu'il convient quand même de regarder précisément ce qui se passe avec son patient, parce que pour certains patients, on donne 8 mg par exemple de médrol, c'est comme si on donnait 16 ou 32, et pour d'autres, on est obligé de monter les doses. Je ne vais pas m'attarder trop sur la partie droite de la diapo, qui est l'équivalent, si vous voulez, in vitro. C'était une étude de prolifération lymphocytaire en incubant avec différentes doses croissantes de dexaméthasone. Et là aussi, vous voyez que pour une même dose, chaque point représente un des individus. Vous voyez qu'il y a une grande hétérogénéité dans ce qui se passe in vitro aussi. Et donc ça reste quand même un élément un petit peu ennuyeux par rapport à la prescription de glucocorticoïdes. Quelques mots sur les effets secondaires. Et donc, j'ai choisi de vous prendre ce travail ici, où l'idée était de voir les problèmes de santé autodéclarés par les patients, environ 1 millier de patients, des symptômes au cours des 6 mois rapportés par le patient lui-même, la clinique et la dose du traitement rapporté par le médecin, et on considérait comme des doses faibles, moins de 5 mg de prénisone, dose moyenne 5 à 7,5 ou plus que 7,5. Alors, que voit-on? Il s'agissait d'une population de patients avec polyarthrite rhumatoïde, peu importe, ça c'était l'élément homogène dans la cohorte. Vous voyez que pour les ecchymoses, par exemple, eh bien, on voit progressivement, en fonction de la dose, la prévalence des ecchymoses qui augmente. Par contre, en ce qui concerne l'hypertension oculaire, donc le glaucome, vous voyez que pour des petites doses, il ne se passe rien, c'est seulement à partir d'un seuil que se déclenche le phénomène. Et donc, on peut ainsi distinguer des effets secondaires qui sont de type linéaire, qui vont être progressivement croissants en fonction de la dose. Vous voyez ici l'aspect cushingoïde, des ecchymoses, des mycoses buccales, l'atrophie cutanée, la dyspnée, qui va croître progressivement en fonction de la dose.
Par contre, on a des effets de type seuil, avec un élément seuil important parce qu'il se situe pour des doses même extrêmement faibles, c'est la cataracte. Et donc, même quand on est avec des doses faibles de glucocorticoïdes, vous continuez à avoir des risques de majoration de l'atteinte au niveau du cristallin et donc de cataracte. Par contre, ici, vous voyez que pour le gain de poids épistaxis, on a une dose seuil qui est un petit peu plus élevée. Et pour d'autres effets secondaires, le glaucome dont j'ai parlé, l'hypertension, il faut arriver à des doses plus importantes de glucocorticoïdes pour obtenir cet effet secondaire. Le même genre de raisonnement peut se décliner pour d'autres types d'effets secondaires. Pensons à l'ostéoporose, par exemple. Eh bien, la dose seuil pour l'ostéoporose, c'est de l'ordre de 6 mg de médrol, 7 mg de prédnisolone. Mais ça veut dire que quand on est en dessous de cette dose-là, eh bien, on a en principe pas à craindre de manger de l'os lors de cette prescription prolongée de glucocorticoïdes. Alors, glucocorticoïdes et infection, bon, ça, c'est un truisme et donc on ne va pas trop s'attarder là-dessus, si ce n'est pour dire quand même que une étude correcte qui permettrait de dire quel est le risque infectieux véritable, eh bien, il faudrait une étude contrôlée, pas de cortisone, et de voir ce qui se passe en termes de risque infectieux. Ça, c'est le genre d'étude qui n'aura jamais lieu. De la même manière, est-ce qu'il est important d'avoir un parachute pour sauter de l'avion à 3000 mètres ou ne pas en avoir? On ne fera pas une étude contre placebo parce que ça n'a pas, bien entendu, beaucoup de sens. Ce que je voulais, un point sur lequel je voulais insister par ailleurs, c'était finalement les bienfaits potentiels des corticoïdes dans un contexte infectieux. En effet, vous voyez qu'il y a toute une série de situations où l'administration de glucocorticoïdes est même recommandée. Prenons par exemple la tuberculose. En cas de méningite tuberculeuse ou de péricardite, eh bien, il est bon de donner en adjuvant des glucocorticoïdes. Par contre, pas en cas d'atteinte pulmonaire. Et donc, en fonction du type de situation, ça sera oui ou ça sera non. La pneumocystose, eh bien, les conditions que j'ai reprises ici, ça a été bien connu dès le début de l'épidémie du sida, chez les patients qui désaturaient au départ avec une pneumocystose. Si on ne donnait pas de glucocorticoïdes, on précipitait l'aggravation de l'atteinte pulmonaire. Je dirais un petit mot tout à l'heure sur le glucocorticoïde et COVID-19. Méningite bactérienne, oui, c'est pneumocoque. Par contre, les études qui ont essayé de reproduire ça dans des pays en voie de développement n'ont pas retrouvé cela, il y avait un effet délétère. Et donc, encore une fois, l'effet bénéfique des glucocorticoïdes doit vraiment être mis en fonction du type d'infection et en fonction du contexte. En ce qui concerne la pneumonie communautaire, assez curieusement, c'est relativement peu utilisé, alors que les études sont quand même assez probantes pour montrer qu'il peut y avoir un intérêt d'administrer des glucocorticoïdes dans cette situation. J'ai repris ici un papier, un des premiers papiers qui a utilisé de la dexaméthasone chez des patients avec une pneumonie communautaire, étude en double insu, contre placebo, randomisée, 300 patients inclus, et la dexaméthasone était administrée à une dose de 5 mg par jour pendant 3 jours. Et on voit que la durée d'hospitalisation était diminuée chez ces patients sous DEXA, et pas que. Donc, cette étude cette revue systématique dans une méta-analyse plus récente, prenant 14 études, plus de 2000 patients, avec différents types d'ailleurs de glucocorticoïdes. Il y avait de la méthylprédnisolone, la prédnisone, l'hydrocortisone, la DEXA, etc. Eh bien, on remarque que risque réduit de complications sévères, diminution de la durée de séjour, stabilisation clinique plus rapide, pas d'effet sur la mortalité, sauf dans les cas chez des patients admis avec une pneumonie sévère. Et donc, on pourra peut-être discuter de cet aspect-là avec Jean Gérin à la fin de l'exposé. Mais curieusement, dans la pratique courante, ce n'est pas quelque chose qui est repris. Peut-être que les effets positifs des corticoïdes dans le COVID va peut-être rallumer cette situation quand même beaucoup plus fréquente, qui était quand même bénéfique pour les patients, hormis une série de situations particulières. On ne va pas aimer faire cela chez les patients diabétiques, en particulier mal équilibrés, etc. Mais enfin, il y a la place quand même pour l'administration de glucocorticoïdes dans ces situations. Alors, en ce qui concerne le COVID,
quelques mots. Ben, au départ, comme vous le savez, c'est l'étude recovery et c'était un tournant quand même dans les COVID graves lors de la première vague. 6 mg une fois par jour pendant 10 jours chez des patients avec une saturation en dessous de 92%, en dessous de 92%, et c'est devenu le standard of care de ces situations. Vous voyez une diminution de la mortalité, également une diminution du recours à la ventilation mécanique chez les patients qui se trouvaient aux soins intensifs. Alors, ça a été confirmé par d'autres études. Certains ont essayé de faire mieux. Et donc, vous voyez ici dans un papier qui est actuellement encore sous presse, les auteurs se sont posé la question de savoir si on traitait plus longtemps et plus fort, est-ce que ça serait mieux? Et donc, ici, ils ont comparé chez près de 700 patients randomisés pour recevoir soit de la méthylprénisolone, soit de la Dexa. Méthylprénisolone pendant, vous voyez, presque 3 semaines, Dexa pendant 10 jours. Aucun avantage à passer à ce traitement prolongé. Et je pense qu'il faut rester à quelque chose de classique, 6 mg de dexaméthasone ou un équivalent et pendant une durée de temps réduite. Alors, j'ai bien aimé ce papier tout récent, qui est un papier plutôt de réflexion, que va apporter, ou que pourra apporter la médecine de précision dans la corticothérapie du COVID. Et on pourrait d'ailleurs étendre cela à d'autres situations. La situation actuelle, c'est quoi? Tout le monde a la même dose, on ne monitorise pas l'effet anti-inflammatoire et on ne regarde pas si en cours de traitement, le patient va s'améliorer ou pas. Donc, on a un traitement standard un petit peu aveugle. Qu'est-ce que les auteurs nous proposent? C'est d'avoir quelque chose de plus individualisé. Individualiser le dosage initial en fonction de la sévérité de la maladie, avoir un véritable monitoring sur les paramètres inflammatoires notamment, mais ça peut être également l'imagerie, et de voir en cours d'évolution, est-ce que le patient évolue bien ou n'évolue pas bien, et en fonction de ça, changer son fusil d'épaule. Et donc, cette médecine de précision qui a beaucoup de succès actuellement, c'est véritablement d'adapter le traitement à une situation particulière en ayant des facteurs d'évaluation et des facteurs prédictifs. Et donc, c'est ça qui pourrait être la médecine du futur, adaptée ici à la COVID-19. Vous avez le phénotype, c'est une maladie grave, sepsis, ARDS, COVID-19, avec ce qu'ils appellent l'endotype, c'est-à-dire toute une série d'éléments à la fois biologiques et d'imagerie qui permettront de mieux préciser la situation du patient. On est dans un état hyperinflammatoire, on initie ou on poursuit la corticothérapie. On passe dans une situation finalement hypo-inflammatoire, eh bien, arrêtons, inutile d'exposer le patient en soins intensifs à une corticothérapie avec tous les effets secondaires potentiels. Je ne vais pas dire plus ici, mais vous voyez qu'il parle de nanocorticostéroïdes. Donc, c'est une nouvelle approche de l'administration de glucocorticoïdes qui sont enveloppés dans des sortes de vacuoles qui ne sont pas des véritables liposomes, mais qui vont aller directement s'adresser sur le site où l'on souhaite voir les glucocorticoïdes être efficaces, en particulier au niveau du poumon. Et donc là, il y a un domaine de recherche extrêmement intéressant dans le futur. On ne pense pas trop aux interactions médicamenteuses avec les glucocorticoïdes. Et pourtant, il y en a, et il y en a même des interactions extrêmement importantes. Alors, j'ai repris ici dans ce tableau, on ne va pas insister sur tous les médicaments. Je vous propose de regarder la dernière colonne, à savoir l'effet d'un médicament sur le métabolisme du glucocorticoïde. Prenons par exemple un patient qui est sous glucocorticoïde, à qui on va administrer de la rifampicine, notamment dans un cas de tuberculose active. Eh bien, la rifampicine, qui est un inducteur important de la métabolisation des glucocorticoïdes, va conduire à avoir une diminution extrêmement importante de la quantité de méthylprénisolone. Dans une autre situation, on a vu des cas de crise additionnelle chez des patients additioniens qui étaient traités normalement par leur dose habituelle, qui développaient une infection sur laquelle on devait administrer de la rifampicine. Ils partaient en crise additionnelle parce qu'il ne restait plus rien de l'hydrocortisone qu'ils recevaient. A contrario, vous voyez des patients qui sont sous cyclosporine et un traitement combiné cyclosporine et glucocorticoïde, on pourrait voir apparaître un Cushing pour une dose qui paraissait assez innocente, et éventuellement prise depuis pas mal de temps par le patient, et on voit se développer un effet beaucoup plus important que attendu
de la corticothérapie. L'autre chose, c'est l'effet de la corticothérapie sur le médicament. Et j'ai mis en évidence ici la warfarine. L'effet n'est pas majeur, mais il faut quand même l'avoir en tête. Un patient bien équilibré chez nous par du Satron pourrait voir se déséquilibrer son traitement anticoagulant par rapport suite à l'administration de glucocorticoïdes. Alors, insuffisance surrénale secondaire, c'est un de mes dada actuels, je pense qu'il y a des messages à faire passer. Donc, comme on l'avait déjà évoqué, l'administration de glucocorticoïdes inhibe l'axe hypothalamo-hypophysaire surrénal. Et donc, comme j'aime le dire à mes patients, vous êtes sous glucocorticoïdes, vos surrénales font dodo. Elles vont progressivement se réveiller. Et heureusement, dans la majorité des cas, les surrénales vont se réveiller quand on va sevrer progressivement le patient. Vous voyez que si c'est la règle, il y a quand même 30% d'exceptions. Et donc, quelle que soit la maladie, il y a de l'ordre d'un patient sur 3 qui va se retrouver en insuffisance surrénale à l'arrêt de son traitement ou lorsqu'on va commencer à flirter avec des doses qui sont des doses équivalentes à ce que les surrénales fabriquent. Différents modes d'administration de glucocorticoïdes dans cette méta-analyse, par voie orale, bien sûr, nasale, inhalation, intra-articulaire. Et le test qu'ils ont, et c'est sur cette base-là d'ailleurs que les études ont été sélectionnées, c'est d'avoir un test de stimulation des surrénales, qui est le test classique au synactène sur lequel je reviendrai. Si on est en dessous des 500 nanomoles par litre, on déclare que le patient a une insuffisance surrénalienne. Alors, vous voyez que la durée du traitement, ils ont estimé des traitements courts en dessous du mois, moyen 1 mois, 1 an, plus d'1 an, traitement long. Ils ont analysé uniquement les articles pour lesquels on avait effectivement un test synactène disponible. Alors, vous voyez que c'est bien entendu, comme vous pouvez s'y attendre, avec l'administration orale que le risque est plus important, mais vous voyez qu'il y a un risque absolu de 48,7 et donc qui est vraiment très significatif. Mais des patients qui recevraient régulièrement, il n'y a que 4 études, là, une soixantaine de patients, des intra-articulaires répétés, comme ça se voit quand même assez régulièrement chez les patients arthrosiques notamment, vous voyez que vous avez un risque d'insuffisance surrénalienne qui n'est pas nul. Donc, toute cette cortisone, qui sont souvent des glucocorticoïdes à plus longue durée d'action avec des effets retard, ont des effets sur l'axe. Et vous voyez que, de façon moindre, d'autres administrations peuvent également donner ce type d'ennui. Alors, diagnostic de l'insuffisance surrénale, on considère ici des patients sous corticothérapie depuis au moins 3 mois, en cours de diminution de dose, et pour lequel ils ont une dose d'entretien de l'ordre de 4 mg de médrol, 5 mg de prénisolone. Donc voilà les patients ciblés et qui sont potentiellement à risque de développer une insuffisance surrénale si on continue à diminuer leur dose d'entretien de médicaments parce que la maladie ne justifierait plus de l'administrer. Et donc, la procédure pour le test, on ne prend pas de corticoïdes la veille, on ne prend pas de corticoïdes le matin et on fait un dosage. Ici, on va s'intéresser au cortisol de base. On fait un dosage finalement où on se retrouve 48 heures après la dernière prise du médicament. Comme je vous l'ai dit, compte tenu de la demi-vie, de la prénisolone, de la méthylprénisolone, à ce moment-là, il n'y a plus rien dans le sang du patient. Qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, si on regarde en rouge la sensibilité de détection de l'insuffisance surrénale et en noir la spécificité, vous voyez que pour un seuil de 5 microgrammes par décilitre ou 140 nanomoles par litre, en fonction des labos, c'est l'une ou l'autre des unités qui est reprise, on se retrouve avec une spécificité de 100%. Autrement dit, si ce dosage de cortisol ramène un taux de cortisol basal plasmatique de 5 microgrammes par décilitre, le malade a une insuffisance surrénale. Mais vous voyez que la sensibilité n'est pas terrible. On se retrouve avec une sensibilité seulement de 36%. Autrement dit, on loupe 2 patients sur 3. Si à contrario, on se retrouve avec une valeur qui est supérieure à 15, voire supérieure même à 18, et prenons ce cutoff à 500 nanomoles, c'est plus facile à retenir, il n'y a pas d'insuffisance surrénale. Malheureusement, il y a une incertitude entre ces 2 bornes. Donc, il y a une zone grise qui est une zone importante, et c'est pour sortir de cette zone grise qu'il y a tout l'intérêt à réaliser un test au synactène. On va se mettre dans des conditions de base identiques,
pas de glucocorticoïdes la veille, pas de glucocorticoïdes le matin. Le patient arrive à l'hôpital, on lui fait un dosage de cortisol, on lui administre le synactène. Concentrons-nous sur les 250 microgrammes. On ne va pas parler des synactènes à faible dose. Et vous voyez qu'on prend à 30 minutes et à 60 minutes un nouveau prélèvement. Si le pic de cortisol est supérieur à 18 microgrammes par décilitre, supérieur donc à 500 nanomoles par litre, eh bien, la fonction surrénale est intacte. En dessous de cela, on considère qu'il y a une insuffisance surrénale. Alors, vous voyez que ce sont les recommandations actuelles d'ailleurs de la Société d'endocrinologie, c'est de prendre le test classique à 250 microgrammes, considérer le pic à 500, et vous voyez que le rapport de vraisemblance est à 12,4, et donc si vous avez une suspicion de départ, vous voyez qu'avec un rapport de vraisemblance à 12,4, vous arrivez à quasi une certitude qu'il y a une insuffisance surrénale. Et donc, c'est ceci qu'il faut retenir. Test synactène classique, 250 microgrammes, et on regarde au pic à 500 pour voir si le patient a ou n'a pas d'insuffisance surrénale. S'il a, comment la substituer? Alors, la dose classique, Luc, qu'on a appris quand on était plus jeune, c'était de dire, mais les surrénales, c'est 30 mg d'hydrocortisone, 20 le matin, 10 l'après-midi, et c'est bon. Ceci, il faut définitivement l'oublier. Cette dose-là, elle est clairement excessive pour la toute grande majorité des patients. Et donc, s'il est excessif, c'est-à-dire que ça va générer de l'ostéoporose, de la prise de poids, des troubles métaboliques, une augmentation de l'hémoglobine glyquée chez les patients diabétiques, etc. Donc, on oublie cela et on remplace cela par quoi? Par une corticothérapie de substitution à dose plus faible. Et plus faible, ça veut dire 15-20 mg, parfois moins pour certains patients. Je vous ai rappelé au début la sensibilité différente d'un patient à l'autre, prévalence importante de cette insuffisance rénale secondaire en cas de corticothérapie prolongée, faire un dosage de cortisol ou un test-synactène dès qu'on se trouve à une dose limite de l'ordre d'équivalent de 5 mg. La substitution en hydrocortisone est recommandée à ce moment-là. Et donc, ça veut dire que si votre patient est finalement, entre guillemets, en rémission prolongée, voire guéri, mais à ce moment-là, vous switchez de la dose de Medrol ou de la dose de Cortencil pour peut-être quelques Français qui sont branchés à l'extérieur, et on switch vers l'hydrocortisone en 2 ou 3 prises. Le mieux, c'est 3 prises. 10 à 20 mg en 3 prises, la moitié le matin, puis un quart, 8 heures, 12 heures, 16 heures. Éventuellement, parce que la compliance, plus il y a des prises, plus la compliance peut être mise en problème, mise en question, on peut éventuellement revenir alors à ce qui était plus classique de faire 2 tiers le matin et 1 tiers l'après-midi en 2 prises, mais comme vous voyez, avec une dose qui est beaucoup plus réduite. Et comment l'adapter? On n'a pas d'autres éléments d'adaptation que la clinique. Et donc, savoir si on est un petit peu trop juste ou un petit peu trop, ça sera l'examen clinique du patient, la tension qui est un petit peu plus basse, la natrémie qui est un petit peu trop basse, et donc des indices qui pourraient dire, oh là, il n'y a peut-être pas assez, il faut mettre un petit peu plus. Et c'est ça qui permettra finalement d'adapter le traitement. On n'a pas d'autres outils pour voir si on est dans une situation de réplétion en hormones surrénaliennes correctes. Et bien voilà, je crois que je peux m'arrêter là. Tu auras droit à 2 minutes de temps de parole complémentaire, Luc, et je vous remercie. Merci Jean, merci Élie de m'avoir invité à parler de ceci. Au menu de ce soir, puisqu'il est 6 heures, on va faire un petit menu. Je vais vous parler de la prévention je vais parler des choses un peu bizarres, parce que c'est la prévention des nausées, de l'utilisation des corticoïdes dans la douleur, ce qui est un peu bizarre aussi. Est-ce qu'on peut l'utiliser en chirurgie majeure? Et je vais essayer de voir tout ça sous un angle de sécurité, parce qu'il y a des kilos d'articles qui ont été publiés, il y a des publications tant et plus, mais il y en a très peu qui étudient la sécurité, et je pense que c'est ces derniers temps seulement qu'on voit des articles qui viennent sur la sécurité. La prévention des nausées et vomissements, c'est un problème
qui nous intéresse particulièrement, nous, anesthésistes, mais aussi vous, tous les médecins, parce que c'est vraiment un gros problème en post-op. Si on ne donne rien, mais il y a 25% des patients qui vomissent, ce qui peut être embêtant pour eux, ce qui peut être embêtant pour les suites chirurgicales et tout ça. En ambulatoire, mais c'est la première cause de retard de sortie. Ça fait un coût hospitalier qui est augmenté si on ne sait pas laisser sortir le patient. Il y a des perturbations pour toute la famille et un coût sociétal de reprise du travail qui est important. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut se pencher. Ce n'est pas nous qui avons trouvé le fait d'employer des corticostéroïdes pour empêcher les vomissements. Ce sont les oncologues et ça a été très bien revu par Florence Van Rijkeghem, une oncologiste à Ghent qui a revu ça et c'est très bien expliqué. Donc ça, je vais passer là-dessus. Je vous ai promis que je ne parlerai que des grosses études et pas des petites études. Ceci est une très grosse étude qui a été faite récemment en Angleterre et qui montre que vraiment les corticoïdes et la dexaméthasone, et je suis content qu'Elie nous ait montré que c'est surtout un effet non génomique, pardon, pour la dexaméthasone, et que ça marche pendant assez longtemps. Et donc, une seule dose de 8 mg de dexaméthasone, ce qui n'est pas rien, tu vas me dire, mais c'est quand même, ça marche pendant assez longtemps. Et donc, je ne vais pas vous présenter toutes les autres études qui montrent ça. Je pense que celle-là, c'est celle qui résume le mieux les choses. Ça marche également chez les enfants. Et si je vous parle, je ne vais pas vous bassiner avec les enfants parce que je sais que c'est une réunion d'internistes, mais simplement pour vous dire que ça marche aussi chez les enfants et que ça marche avec des petites doses. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Qu'il faut essayer d'employer la dose la plus petite possible chez les enfants. Mais parce que en 2012, il y a eu 2 méta-analyses, plus 1 ou 2 analyses qui sont sorties et qui ont montré qu'il y avait un risque de reprise pour saignement avec la dexaméthasone et un risque de saignement post-op aussi plus important avec la dexaméthasone. Il y a eu une revue systématique et méta-analyse qui a été faite par une équipe anglaise et qui montre que dans des études randomisées, et ils ont pris des études non randomisées aussi parce qu'ils avaient un total des cohortes beaucoup plus grandes dans ces études-là, ils ont montré que ce n'était pas vrai. N'empêche qu'ils restent très prudents dans leurs conclusions. Ils le disent ici qu'il n'y a pas de risque, mais si on regarde leurs conclusions, ils sont très très prudents parce que ce n'est pas une étude randomisée qui vise ça comme primary endpoint. Et c'est sans doute un des problèmes qui nous reste encore à résoudre. Alors, juste une petite chose, c'est que quand on tape dexaméthasone et post-opérative nausea dans PubMed, on a 916 articles. Si on tape corticoïdes complètement, on n'en a pas beaucoup plus. Donc, c'est vraiment, on a l'impression que la dexaméthasone, c'est vraiment un antivomitif. Et je ne suis pas certain que si on a demandé au bloc opératoire tous les gens qui nous aident ce que c'est que la Cdexam, ils savent ce que c'est un corticoïde. Ils pensent que c'est quelque chose comme le Primperan ou quelque chose comme ça, tellement c'est devenu de la routine. Il y a une étude, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est pour ça que j'ai repris une vieille étude ici de Jean-Luc Demer, qui était le patron de Saint-Jean, qui a montré qu'en fait, on pourrait employer aussi de la méthylprednisolone plutôt que la dexaméthasone et que ça pouvait marcher aussi. Mais il y en a très, 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 très peu. Il n'y a presque pas d'études. J'ai repris cette étude-là qui, vous voyez, est un vieux PowerPoint. Il n'empêche que, malgré le fait qu'on emploie ça depuis longtemps, il y a des anesthésistes australiens, et vous allez revoir ce nom qui revient par après, Cochrane, qui a fait une étude auprès de ses collègues pour étudier la perception des anesthésistes, l'utilisation et la perception qu'ils ont de l'utilisation, et on voit qu'effectivement, la dexaméthasone reste la drogue de premier choix pour la prévention des nausées. Il n'empêche que les anesthésistes sont persuadés qu'il y a quand même un risque, malgré qu'ils l'emploient tous les jours, il reste des risques importants. Et comme l'a très bien dit Elie, c'est un risque d'infection, de déhiscence de plaie, d'hyperglycémie. Tout ça doit être un petit peu élucidé. Je vais essayer de l'élucider avec vous. Modulation de la douleur, c'est l'autre point pour lequel on emploie, nous, les corticoïdes. De nouveau, je ne vais prendre que des grosses études, je ne vais pas reprendre toutes les études parce qu'il y en a tellement qui sortent où on mélange un peu de sel et de poivre et on regarde ce qui vient. On a une grosse méta-analyse qui a été faite par De Oliveira qui reprend, je ne sais plus, mais vraiment un grand nombre d'études dans tous les cas de chirurgie et tout ça, qui montre que vraiment, dans la modélisation de la douleur, il y a
une utilité de la dexaméthasone et que ça réduit la douleur chez presque 2500 patients, quoi. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus et il n'y a pas besoin de sortir plus de petites études pour ça. Le même de Oliveira a refait une étude, cette fois-ci en chirurgie ambulatoire, et il a montré aussi qu'une dose de dexaméthasone réduit également la douleur en chirurgie ambulatoire et que donc ça serait utile de donner quasi systématiquement chez les patients qui ont de la chirurgie ambulatoire pour diminuer la douleur, puisque ça agit comme la trimaldiélie pendant 24 à 48 heures après, c'est déjà une bonne chose. Est-ce que ça est-ce qu'on a un avantage à donner la dexaméthasone dans différents cas? Ben, ça a été démontré ici, mais il y a malgré tout ce petit effet qui est l'hyperglycémie qui est significative. Et donc, ça reste un problème mais je ne sais pas si ça doit vraiment être important, surtout pour nous quand on l'utilise sur une dose. À côté de l'effet général en intraveineux, on a commencé à l'employer dans le mettre dans des différentes mixtures qu'on emploie en anesthésie loco-régionale. Est-ce que ça a un effet ou pas? Je me demandais un petit peu comment ça marchait. J'ai retrouvé cet article-ci qui a été publié en 2021 qui montre très bien qu'il peut y avoir des effets sur la stabilisation des neurones, oui, mais également sur la vascularisation. Et donc, ça explique l'effet des corticoïdes là-dedans. Est-ce qu'il faut l'employer? Cet auteur-là a l'air d'être assez confiant dans ce qu'il dit, même si c'est une utilisation off-label, il a l'air d'être assez confiant sur ce qu'il dit. Moi, je ne suis pas aussi confiant que lui parce qu'il y a une méta-analyse qui a été faite justement comme adjuvant et qui dit que pour le moment, en tous les cas, même si ça suggère que ça peut marcher, il n'y a pas d'évidence suffisante pour pouvoir le mettre à côté d'un nerf, alors qu'on ne sait pas très bien ce que la dexaméthasone va faire sur ce nerf et que ça n'a pas été fait pour ça et que ce n'est certainement pas écrit dans les recommandations données par les firmes pharmaceutiques. Deux études bien faites et un éditorial dit la même chose. Donc, je crois qu'en attendant qu'il y ait plus de preuves, on sait que ça marche, mais il faut être prudent. Dernière chose dont je vais vous parler, avant de vous parler des études toutes récentes qui sont sorties, des grosses cohortes qui sont sorties, c'est la modulation en chirurgie de l'inflammation en chirurgie majeure. Ça a été aussi quelque chose dans lequel on l'a beaucoup employé et on l'emploie encore beaucoup. Et on va prendre simplement deux exemples. Un, c'est certainement que l'œsophagectomie est une chirurgie majeure. Et si on regarde toute la cascade d'inflammation qui se déclenche lors d'une œsophagectomie et tous les problèmes pulmonaires qui peuvent arriver lors d'une œsophagectomie, il y a différentes choses qui peuvent être utilisées. Mais celle qui reste centrale, c'est les corticoïdes. Celle qui a été le plus utilisée, c'est les corticoïdes, parce que des vitamines, il y en a qui ont parlé de vitamine D, vitamine C, enfin toutes sortes de choses. J'y crois pas très fort. Les inhibiteurs de l'élastase, il n'y en a pas encore beaucoup sur le marché. Il n'y a pas de grosses études non plus. Comment est-ce que ça peut marcher? Ben ça, tout le monde, ou du moins les anesthésistes qui m'ont déjà entendu parler, savent que c'est mon dada, c'est de voir quelle est la protection endovasculaire des glucocorticoïdes et la protection surtout des glycocalyx. Ça a été discuté il y a très longtemps par Chappell déjà. Ça a été rediscuté dans le cadre de ce que tu viens de nous dire, Elie, dans le COVID-19, et ça montre bien que peut-être que ce serait une des façons dont ça agit aussi dans la protection du COVID-19 qu'on sait, qui attaque les vaisseaux, puisqu'il y a des problèmes de thrombose et tout ça. C'est peut-être une des manières dont les corticoïdes marchent. Et j'aime à le dire, mais je ne sais pas si j'en suis sûr. Est-ce que c'est utile dans l'œsophage? Ben ça, je crois que je dois vraiment mentionner cette étude-ci qui est très bien faite et qui est faite surtout par deux de mes collègues d'Erasme, Edgar Engelmann et Cécile Mayens, et qui ont bien montré qu'ils ont fait une méta-analyse et qu'ils ont utilisé la méthylprédnisone. Ils ont regardé uniquement la méthylprédnisone dans ce cas-ci et ils ont bien montré que c'était efficace pour diminuer les complications post-opératoires. Alors, ils ont étudié des tas d'autres critères, les complications rénales, les complications pulmonaires, tout ça ressort comme positif.
mais c'est utile pour beaucoup dans toutes ces complications. Comme toujours, il y a des avis contradictoires. Et par après, il y a une étude qui a été publiée par des Japonais et là c'est une étude case control, donc c'est plus une méta-analyse, c'est une étude case control qui a été faite sur 1000 patients, ce qui est quand même pas mal. Bon, c'est que les Japonais, ils ont le malheur d'avoir beaucoup de cancer de l'œsophage et donc ils ont vite des grosses populations. Et on voit qu'eux, ils ne diminuent pas l'incidence de la RDS comme l'avait trouvé Edgar et Cécile. Et donc, voilà, c'est toujours discutable. Je pense que ces deux études qui montrent que tout n'est pas encore dit là-dessus. Une chose qui m'inquiète un petit peu plus aussi, que j'ai retrouvé dans la littérature, c'est un article qui a été publié dans le BGA et qui montre que après avoir revu une étude préliminaire, une étude avant une grande cohorte de patients, ils ont revu quelques années après l'incidence de récidives coliques, de cancer colique chez des patients qui avaient donné des corticoïdes, et ils voient qu'il pourrait y avoir, je dis bien il pourrait, parce que c'est une grosse cohorte la première étude, l'étude dans laquelle ils ont étudié ce risque de récurrence de cancer, elle est petite, mais il pourrait quand même. C'est quand même quelque chose d'important, parce que si on le donne juste pour diminuer les nausées, vomissements, mais qu'après le type se retape un cancer du côlon, c'est pas très malin. Donc voilà. La dernière grosse chirurgie qui, je pense, vous êtes d'accord avec moi, qui est une chirurgie majeure, c'est la chirurgie cardiaque, qui est également une tempête inflammatoire. Pourquoi? Mais parce qu'on emploie, dans beaucoup de chirurgies cardiaques, on emploie une CEC. Le circuit induit une réaction inflammatoire parce que le sang n'est pas fait pour passer dans des tuyaux en plastique. Les oxygénateurs induisent une réaction inflammatoire. Le réservoir de cardiotomie, c'est donc le réservoir qui permet de récupérer le sang du site chirurgical. Il y a toujours eu un contact air-sang, ce qu'on sait qui a le don d'exciter le globule blanc et qui élève la réaction inflammatoire. Maintenant, il y a eu des progrès récents dans la chirurgie cardiaque énormes. Les circuits et les oxygénateurs sont bien plus biocompatibles, ils sont coatés avec de l'héparine, ils sont beaucoup plus compatibles qu'avant. Avec des mini-CEC, on a beaucoup moins de contact entre le sang et l'air. Et la chirurgie, les chirurgiens ont fait des progrès énormes en faisant de la chirurgie mini-invasive maintenant, et donc il y a beaucoup moins de segments. Tout ceci diminue. Est-ce qu'il y a encore une place pour les corticoïdes? Deux grosses études ont été faites. Elles ont été revues par une méta-analyse en plus qui a été publiée récemment dans le Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia il y a 2 ans, et qui montre bien que, alors que moi j'ai donné des corticoïdes à chaque CEC pendant des années, qu'après ça on n'en donnait plus parce qu'on n'était pas sûr que ça marchait, mais que maintenant je pense que c'est évident que chez l'adulte, en tous les cas, il ne faut plus donner de corticoïdes. Les ennuis qu'on a d'hyperglycémie et de modélisation de la glycémie en post-op sont plus importants que la diminution de la réaction inflammatoire qui, grâce aux techniques de la biologie et tout ça, ont été diminuées à l'avance. Et donc, je pense qu'il n'y a plus ça. Et même, mais ça, ce n'est pas très certain, en revoyant ça, ils ont trouvé qu'il y avait même un risque augmenté d'infarctus du myocarde. Mais ça, c'est un effet secondaire, enfin un secondary outcome. C'est pas sûr que ce soit vrai. Mais le premier, ça a l'air d'être vrai, et je pense que ça fait une croix définitive sur les corticoïdes chez les adultes. On voulait savoir ce qui se passait chez les nouveau-nés, parce que chez les nouveau-nés, on a beau dire, mais on n'arrive pas encore à faire de la chirurgie mini-invasive. Vous savez tous que c'est de la grosse pathologie qui sont opérées chez eux. Est-ce que ça sert à quelque chose de leur faire des corticoïdes? Il y avait une étude qui a été publiée en 2019 et qui était un peu bizarre. C'est-à-dire que c'était bicentrique, de 2 gros centres qui font de la chirurgie cardiaque pédiatrique. Dans un centre, les corticoïdes étaient utiles, dans l'autre, ils n'étaient pas. C'est un peu inexplicable. Est-ce que c'était dû au matériel? Est-ce que c'est dû aux chirurgiens? Est-ce que c'est dû... Mais enfin, toute chose était, c'est que quand on poulait les 2 études, les corticoïdes ne servaient pas, mais ils disaient bien que ça pouvait être un centre caractéristique. Donc, il restait une question à poser. Heureusement, et ça c'est tout chaud parce que c'est sorti il y a 1 semaine, j'attendais qu'elle sorte, je savais qu'elle était partie, c'était du stress, mais elle est sortie dans New England il y a 1 semaine, donc ça sort du grille-pain, quoi. Et je vous montre bien ici que même chez les enfants, il ne faut plus donner de corticoïdes non plus.
On a les perfusionnistes sont quasi entre les jambes des chirurgiens maintenant, ils ont des mini-circuits. On n'a plus de contact non plus entre les chirurgiens pédiatriques, cardiaques pédiatriques ont également fait attention terriblement à ne pas avoir de sang qui soit perdu parce que c'est ça qui excite les globules rouges en fait. Et donc aussi chez les enfants, fini les corticoïdes. Ça va? Ça, je pense que c'est une bonne chose. Il me reste maintenant 15 minutes pour vous parler de la sécurité de ces corticoïdes parce que j'ai quand même soulevé certains points qui pouvaient être importants, notamment la récurrence des infections, la déhiscence de plaies, l'hyperglycémie et tout ça. Est-ce qu'il faut en tenir compte ou pas? Et c'est là-dessus que la littérature anesthésique s'est penchée ces derniers temps. Alors, je vous ai dit qu'on parlerait de notre ami australien, le Revla. Il avait fait son étude chez ses collègues et il s'était rendu compte que ses collègues avaient les chocottes quand ils donnaient de la dexaméthasone. Il s'est dit, on va faire une belle étude là-dessus en Australie, Nouvelle-Zélande et je pense quelques pays en dessous là-bas en dessous. Et donc, une grosse cohorte de patients, presque 8000 patients, plus de 8000 patients, publiés dans New England, montre qu'en fait, il n'y a pas de risque avec une seule dose de corticoïdes donnés dans un but de diminuer les vomissements qui est une infection. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut oublier pour une dose, même si ça inquiétait les anesthésistes il y a quelque temps. Mais ça a été démontré, ça ne l'était pas. Maintenant, c'est démontré par une grosse étude. Une autre étude qui a été faite par Paul Dorman et mon copain Bénédicte Prekel, qui est à Rotterdam, donc qui ont montré, eux, c'est une méta-analyse qu'ils ont faite, et ils ont également montré qu'en fait, il y avait même un effet favorable de la dexaméthasone sur la survenue des infections, qu'il n'y avait pas non plus d'effet sur la déhiscence des plaies. On voit bien qu'il n'y a pas d'effet du tout des corticoïdes sur la déhiscence des plaies, donc ça on peut oublier aussi. Et ça, c'est également sur les complications post-opératoires, on voit qu'il y a un effet favorable aussi de la dexaméthasone. Donc je pense que ça c'est aussi quelque chose qui doit être tenu compte, même si ce n'est pas une étude randomisée, c'est une méta-analyse, mais malgré tout. Et puis Karim Acheoun, qui était un anesthésiste que j'aime bien parce qu'il travaille à Nantes, c'est-à-dire près de ma Bretagne, donc, et qui a fait une belle étude il n'y a pas longtemps, multicentrique française, qui reprend tous les centres, tous les gros centres de chirurgie français, en fait, qui a fait l'étude, qui a dirigé l'étude Pacman, et qui a montré qu'une dose de dexaméthasone, deux doses, pardon, de dexaméthasone données chez les patients le jour pré-op et le jour post-op, ou un placebo, belle étude avec quand même des corps de patients assez importants, montre que ce n'était pas associé avec une augmentation de complications. Alors c'est une étude un peu à contrario, mais il n'y a pas de problème. Et il y a même peut-être un petit bénéfice au point de vue ventilatoire, mais comme il le dit très bien ici, son intervalle de confidence est tellement grand qu'il faudra encore le prouver qu'il y ait vraiment un bénéfice dans une population générale. Edgar l'avait montré dans sa population d'ésophagectomie, le japonais avait dit non. Ici, on dit de nouveau oui, c'est une étude randomisée. Ici, donc, je pense qu'il y a quand même une étude, un bénéfice d'un point de vue respiratoire, mais ça devrait encore être, c'est un des trucs qui doit encore être démontré. L'autre problème qui me tracasse, moi, qui m'a tracassé, parce que c'est quand même important, c'est peut-être cette étude, et je vois que tu étais un peu dubitatif, Elie, c'est vrai, mais enfin, l'étude existe, elle doit être notée, c'est le fait d'avoir une récurrence de cancer après une dose de glucocorticoïdes. Ça peut paraître bizarre, mais enfin, il y a une étude qui en parle, et donc, il faut être honnête, il faut en parler. Et donc, il y a une étude, ici, il y a une méta-analyse qui a été faite et qui montre qu'effectivement, c'est bizarre et que ça ne semble pas exister sur une grosse méta-analyse. Il n'y a pas l'air d'avoir et de modification de survie, ni de modification de survenue de cancer par après. Donc, je pense que ça répond déjà un tout petit peu à notre question. Mais comme ils le disent très bien, aucune étude jusqu'à présent n'a employé ça comme primary outcome. Et on sait toujours que quand c'est un secondary outcome dans une étude, c'est toujours un petit peu plus à discuter, surtout quand on cherche des choses aussi rares que des complications post-opératoires qui sont malgré tout rares. Et donc, il faut vraiment prendre ça comme le primary outcome pour qu'on puisse le démontrer. Donc, on est plus ou moins rassuré par ceci.
Ça a été publié dans une bonne revue aussi. Je ne suis pas cancérologue, mais c'est une bonne revue de cancérologie. Et donc, je pense qu'on peut être rassuré là-dessus aussi. Il n'empêche que les Français et l'équipe de Français préparent une étude maintenant. Malheureusement, et ça j'en ai discuté avec eux, mais malheureusement, leur premier objectif, ce n'était pas ça, mais leur objectif secondaire, et ça je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas pris ça comme objectif primaire, en calculant le nombre suffisant de patients, c'est qu'ils veulent aussi savoir quelle est la survie après 3 ans chez les patients. Ça permettrait de répondre à nos questions. Maintenant, ce serait une étude reprise sur tous les centres français. Ce serait une grosse étude qui serait bien menée, même si c'est un objectif secondaire et qui confirme la méta-analyse avant. Je crois qu'on pourra y croire et qu'on pourra aussi dire que ça n'existe pas. Malheureusement pour vous, et pour moi, parce que je suis à la pension et donc je ne lirai peut-être plus les articles encore en 2026, on verra bien ce que je ferai, mais cette étude-là va sortir en 2026 et donc les jeunes et ceux qui regardent ici, attendez-la, elle va sortir la même chose qu'on a entendu l'étude stress qui est sortie la semaine passée dans New England, celle-là va sortir quelque part et je pense que ce sera aussi un truc qui sera dans New England, donc continuez à suivre la littérature. Et donc voilà, Élie, j'ai respecté mon temps, comme tu m'avais dit. Tu m'avais écrit 30, pas plus. Je suis dans le temps, donc je prends un petit peu de temps pour faire les conclusions. C'est vrai que les corticoïdes sont certainement utiles d'un point de vue nausée-vomissement. Alors ça peut paraître aberrant pour des internistes, mais c'est certainement la raison la plus fréquente pour laquelle nous, on utilise des corticoïdes en anesthésie et en périopératoire. Et c'est quelque chose qui fait du bien aux patients. Parce que croyez-moi, vomir après une intervention de chirurgie digestive, c'est pas rigolo. Pour les dames qui ont été opérées de chirurgie gynécologique, vomir pendant une nuit, c'est pas rigolo non plus. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est certainement utile au point de vue intraveineux dans la douleur, et ça permet de moduler la douleur aiguë en tous les cas. En douleur chronique, et ça, c'est pas mon dada du tout, et peut-être que dans l'audience, il y a des anesthésistes qui font de la douleur chronique qui vont en parler, mais je n'en parlerai pas. C'est plus discutable. Et c'est certainement utile dans le cadre de ce qu'on veut faire maintenant, c'est les RAS, c'est-à-dire la chirurgie avec un rapide recovery et une sortie du patient 4-5 jours après avoir été opéré dans tous les types de chirurgie. C'est certainement utile parce que ça permet de diminuer le temps de séjour et ça permet de laisser sortir les patients. Donc, il y a certainement des choses qui sont utiles là-dedans et il faut continuer à les utiliser. Il y avait des doutes. Je vous ai sorti les études récentes à grande échelle qui vous permettent de vous rassurer sur les doutes quand même, je pense. Il reste encore peut-être quelques tout petits doutes pour cette cancéro et tout ça qui n'est, mais bon, je pense que malgré tout, ça va être remis. L'hyperglycémie post-op, elle existe. Ça, toutes les études l'ont montré. Toutes les études randomisées l'ont montré. Mais est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave? Je peux revenir un peu en arrière sur une étude, l'étude de nos amis australiens qui ont montré qu'il y avait même 13% de diabétiques dans leurs 8000 patients et ça n'a pas changé grand-chose sur l'infection chez les diabétiques et tout. Ils prennent un peu plus d'insuline pendant un petit temps. C'est pas très mauvais. Et pour les patients qui ne sont pas diabétiques, est-ce que ça fait quelque chose d'avoir une glycémie élevée pendant 2-3 jours en post-op? Moi, je crois que ce n'est pas très grave. Quand je mange 3 crèmes à la glace et que je suis en vacances, je pense que je dois avoir le même problème. Donc, et si je mange 2 gaufres de liège à la mer, c'est le même problème. Donc, je crois que ce n'est pas très, très important. Donc, voilà. Donc, il reste encore quelques petits points à éclaircir. C'est notamment ce segment chez les enfants. Je pense qu'il y a une méta-analyse qui montre que ce n'est pas vrai, mais il faudrait une vraie étude qui montre que c'est vrai. Il y en a mais qui sortent, mais elles ne sont pas tout à fait bien conduites parce qu'elles sont faites par des éditeurs américains qui sont toujours sur le coup de cette remarque du FDA qui interdit l'utilisation de la dexaméthasone chez les enfants. Donc, en étant prudent pour le moment, en tous les cas des amygdectomies, employons la dose la plus petite possible. J'aurais pu, mais je ne savais pas que j'allais avoir encore un petit peu de temps, j'aurais pu parler de ce que Élie nous a déjà dévoilé, c'est-à-dire l'effet de diminution de tout l'axe hypothalamo-hypophysaire chez les gens qui prennent des corticoïdes et la façon dont nous devons
manager ça en pérope, parce que quand on a un patient, ça a été déjà démontré il y a quelques années, il y a déjà bien une vingtaine d'années, qu'on avait des hypotensions qui étaient dues sans doute à des syndromes de sevrage en corticoïdes chez des patients chez qui on ne les complémentait pas avant. Et comme toi, Elie, quand j'ai commencé ma formation, c'était des doses énormes qu'on mettait de corticoïdes pour soi-disant empêcher ça. Les doses maintenant ont été beaucoup diminuées également, et on n'emploie plus ces doses d'hydrocortisone de 2 à 3 fois 100 mg qu'on mettait en pré-op dans le temps. On emploie des doses beaucoup moindres et on le majore, comme tu l'as très bien dit, aussi goal directed en fonction du patient et en fonction de ce qu'il va subir, et c'est plus la dose standard qu'on avait dans notre petit carnet quand on montait prémédiqué, paf, tout le monde recevait la même chose, que ce soit pour une cure d'ongles incarnés ou que ce soit pour une vaginectomie, tout le monde recevait la même chose. Ici maintenant, voilà, tout ça a été bien expliqué dans un article qui a déjà 5 ans, plus que 5 ans maintenant, mais qui est quand même tout à fait complet pour ceux qui sont intéressés. Ils peuvent aller relire ça et je pense qu'on peut en rediscuter après si on a le temps aussi. J'ai encore d'autres dias là-dessus. Voilà. Merci bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Effectivement, le temps de parole est respecté. Il y a une question pour Elie, en fait, que je vais lire de Anne Peretz, qui dit donc, dans le cas des patients avec rhumatisme inflammatoire, corticoïdes versus agents biologiques, il apparaît que le risque infectieux des corticoïdes est supérieur à celui des anti-TNF, par exemple. Mais évidemment, ce ne sont pas des études faites contre placebo. Ça va, je me débrouille avec ceci. Donc, risque supérieur corticoïdes par rapport aux anti-TNF. Maintenant, il faut voir un petit peu dans quel type de situation on se trouve. Et donc, je voulais aussi rebondir d'ailleurs sur la remarque de l'absence de processus infectieux avec une dose. Et donc, il faut voir un peu la différence qu'il y a, notamment par rapport au risque infectieux, lorsqu'on est dans une situation de corticothérapie plus chronique, ce qui est le cas des patients avec des rhumatismes inflammatoires. Et donc là, je resterai quand même prudent par rapport à ce risque infectieux. Maintenant, la comparaison directe entre anti-TNF et corticoïdes, j'aurais tendance à dire que les corticoïdes sont probablement plus dangereux au plan du risque infectieux. En tout cas, sans doute vis-à-vis des infections, je dirais, bactériennes classiques. Oui, exact. En mettant la tuberculose de côté. Tout à fait. Bien sûr. Alors, moi, j'avais une question par rapport à d'autres chirurgies, Luc. Bon, je m'étais intéressé aux réponses hyperinflammatoires qu'on peut voir chez certains patients après chirurgie orthopédique, que ce soit la chirurgie orthopédique du genou ou de la hanche en termes de prothèses. Et donc, certains patients développent une réponse hyperinflammatoire, mais à la limite potentiellement inquiétante, en tout cas désagréable, jusqu'à des 39 de température, de 150 à 200 de CRP. Et là, il y a de la littérature qui montre que l'administration de glucocorticoïdes coupe cette réponse hyperinflammatoire, qui peut parfois d'ailleurs être associée à des sérosités beaucoup plus importantes si on ne fait pas, voilà, si on ne donne pas cette cortisone. Alors maintenant, on met des prothèses de hanche en one day dans certains hôpitaux, puis c'est la mode un peu partout. Et je pense que eux, c'est dans leurs recommandations de mettre d'office de la cortisone. Je pense que, comme tu le dis très bien, je pense que j'ai repris 2 grosses chirurgies parce qu'il y a des kilos de littérature, mais il y a des chirurgies dans lesquelles c'est évident que ça marche bien. Et comme il n'y a pas de risque inflammatoire augmenté avec une seule dose, il faut la donner. Et l'orthopédie est un bon exemple. La chirurgie, tout ce qui est de la chirurgie de la face, la maxillofaciale et tout ça, c'est aussi une chirurgie où il y a des gros œdèmes et qui est très gênant pour le patient et où la douleur est importante. Et toutes ces chirurgies-là sont importantes. Et donc, je pense que